Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Histoire Toiris. Moi c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler ensemble de la résistance en Allemagne sous le régime nazi. On va d'abord faire quelques généralités sur les résistants allemands pour qui c'était très compliqué d'un point de vue matériel mais aussi philosophique de s'opposer à Hitler. On verra ensuite plus spécifiquement la résistance des ouvriers, de la jeunesse et des juifs, même si ces trois catégories ne sont pas les seules à se mobiliser. Et pour finir, on fera un bilan de ces résistances au Troisième Reich en Allemagne. La résistance est un mythe fondateur de la France d'après-guerre. Que ce soit basé sur des faits réels ou fantasmés, c'est un des ciments qui permet à la société française de se reconstruire. La situation est plus complexe en Allemagne. Alors certes, une majorité d'Allemands a suivi Hitler, au moins passivement, on va voir pourquoi, mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est loin d'être le cas de l'ensemble de la population allemande. Certains résistent malgré tous les obstacles qui se présentent devant eux. Un de ces obstacles est tout d'abord d'ordre philosophique. Dans les pays qui ont eu des mouvements de résistance forts, comme la Pologne, l'Italie, la France, etc., il s'agit évidemment de se battre contre le nazisme ou le fascisme, mais de façon plus rudimentaire, il faut repousser l'envahisseur étranger. C'est un mot d'ordre très simple à faire entendre à une population qui voit son niveau de vie fortement baisser et à qui l'occupant allemand demande de gros sacrifices. En gros, ailleurs en Europe, être résistant, c'est se battre pour ses idées et pour son pays. Au contraire, en Allemagne, à part à la toute fin de la guerre, il n'y a pas d'invasion étrangère, pas d'occupants à combattre. Et donc il faut accepter de se battre pour ses idées, mais contre son pays, pour être résistant, avec le risque de passer pour traître à la patrie aux yeux du reste de la population. La journaliste et résistante allemande Ruth Andreas Friedrich a mis des mots sur ce malaise. Quelques mois avant la fin de la guerre, elle écrit dans son journal intime, je cite, « Quelle absurdité pour une Allemande de prier pour la victoire des étrangers. Klaus von Stauffenberg, qui est un militaire allemand d'abord proche des nazis et qui a ensuite tenté un coup d'État contre Hitler, va dans le même sens. Celui qui ose faire quelque chose doit savoir qu'il entrera dans l'histoire allemande en tant que traître, mais s'il ne fait rien, c'est sa propre conscience qu'il trahira. » On voit que le cheminement moral et intellectuel pour entrer en résistance est donc plus compliqué pour un Allemand que pour un habitant d'un pays occupé par l'Allemagne. Et puis il faut voir que dans un premier temps, Hitler a réussi à améliorer le quotidien des Allemands. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était empêtrée dans une grave crise économique. Mais avec ses réformes et son économie de guerre, Hitler redresse le pays et donne du travail aux Allemands. Ensuite, à partir de 1938, les nazis redistribuent les pillages des biens juifs et des pays occupés de manière assez égalitaire, de façon à ce que même les plus pauvres aient le droit à une part. Le peuple allemand retrouve donc sa fierté et retrouve une certaine aisance économique, et du coup ça enlève des raisons de se révolter contre Hitler. L'historien allemand Kurt Wernicke va dans ce sens. Il nous explique que son oncle ouvrier était sympathisant communiste avant 1933, mais avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il peut partir en vacances pour la première fois de sa vie, et il voit son niveau de vie augmenter. Après ça, son oncle a cessé d'être communiste. L'autre obstacle est d'ordre matériel. L'énorme pression exercée sur le peuple allemand par les nazis rend la tâche très compliquée aux opposants. En attaquant le régime, on expose sa propre vie, mais aussi celle de sa famille et de ses amis à de graves dangers. Par exemple, quelques semaines seulement après la prise de pouvoir d'Hitler, le premier camp de concentration ouvre à Dachau près de Munich pour les opposants politiques. On peut ajouter que les opposants allemands au nazisme ne reçoivent aucune aide extérieure, alors même que les autres résistances européennes sont soutenues au niveau logistique ou financier par les Alliés. En fait, jusqu'au début de la guerre, les gouvernements occidentaux et soviétiques adoptent soit un parti pris pro-hitlérien, soit restent indifférents face au régime nazi. Et du coup, en 1936, quand de nombreux opposants allemands lancent un appel désespéré aux démocraties occidentales, cet appel reste sans réponse. Et puis on va pas se mentir, les premiers persécutés sont les juifs, les syndicalistes, les sociodémocrates, les communistes, les jeunes, les handicapés, et dans le fond, ça ne dérange pas plus que ça les gouvernements occidentaux de l'époque. La résistance la plus massive, ça a été celle des ouvriers. Ça faisait déjà plusieurs années que les ouvriers antifascistes s'affrontaient régulièrement avec les sections d'assaut nazis, les SA, et ça ne s'est pas arrêté soudainement avec l'élection d'Hitler, bien au contraire. Dans les semaines qui suivent l'arrivée d'Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933, la réaction des ouvriers a été à ce point forte que les chercheurs parlent aujourd'hui d'une atmosphère de guerre civile dans les quartiers populaires des grandes villes allemandes. Cette lutte, elle est menée par les trois grandes formations de la classe ouvrière, c'est-à-dire les sociodémocrates, les communistes et les syndicalistes. Mais pour diverses raisons, communistes et sociodémocrates se détestent et refusent de se mobiliser côte à côte, et bien sûr, ça va affaiblir le camp anti-nazi. Cette opposition frontale va rester très forte jusqu'à l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, le 27 février 1933. Communistes et nazis s'accusent mutuellement de l'incendie, mais c'est en fait un anarchiste hollandais, Marinus van der Lubbe, qui s'est mis en tête de brûler le Parlement. Il pense sincèrement que cette action directe est une bonne idée. Pour lui, l'incendie du Reichstag peut être cette étincelle qui va réveiller le peuple allemand et le pousser à la révolte contre Hitler. Mais ça ne marche pas comme ça, cet acte est complètement contre-productif, c'est l'excuse utilisée par les nazis pour lancer une répression sans limite contre la gauche allemande dans son ensemble.
le Parti communiste puis le Parti social-démocrate sont interdits et des milliers de leurs militants sont arrêtés. Et on voit la dernière manifestation des syndicats le 1er mai 1933 avant leur interdiction complète. Difficile dans ce contexte de lancer des grèves ou de mettre en place des actions ou des sabotages à grande échelle. Les communistes sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut dans cette répression. De 1933 à 1939, on dénombre 150 000 communistes ou sympathisants qui sont passés par la case-prison. Et de manière plus générale, le régime nazi met 3 ans à venir à bout de la résistance de la classe ouvrière allemande. En 1936, cette opposition a pratiquement disparu. Les travailleurs politisés sont en exil, en prison ou se font très discrets. La répression est telle que les militants décident d'abandonner les grandes formations centralisées. Elles sont facilement attaquables par la Gestapo. On leur préfère donc des petits groupes de 5 personnes maximum. Certains font exception à cette stratégie groupusculaire. L'exemple le plus connu est Die Rote Kapelle, en français l'Orchestre Rouge, qui est un des plus grands groupes de résistance allemande. C'est un groupe très hétéroclite. On y retrouve des juifs, des catholiques, des protestants, des étudiants, des femmes de ménage, des militaires, des artistes, etc. La plupart est sympathisants communistes, même si plusieurs sensibilités politiques sont représentées. Dans un premier temps, ils font surtout du travail de renseignement au profit de l'URSS, mais assez vite, les membres de l'Orchestre Rouge diversifient leurs actions. Ils aident les personnes persécutées à s'exiler, ils rassemblent des preuves des crimes commis sur le front de l'Est, ils établissent des contacts avec des prisonniers de guerre et des ouvriers étrangers, ils transmettent des informations sur la situation économique et militaire allemande à la population, et ils rédigent et distribuent des tracts contre le régime. En 1942, 120 membres sont arrêtés par la Gestapo, et 1 an plus tard, 60 d'entre eux sont exécutés après un simulacre de procès. On voit bien que d'un côté, les nazis déchaînent une incroyable violence contre les ouvriers qui se dressent contre eux. D'un autre côté, pour attirer un maximum de travailleurs, le régime nazi mène une politique sociale qui va bien au-delà de ce qu'avait fait la République de Weimar juste avant. Mais ça n'empêche, les rapports mensuels de la Gestapo, appelés Der Lagebericht, montrent bien que jamais la classe ouvrière n'a été un soutien du régime. Même après avoir anéanti les communistes, les sociodémocrates et les syndicats, les nazis ont continué à toujours se méfier des ouvriers. On peut aussi noter que de 1936 à 1939, beaucoup d'Allemands rejoignent les brigades internationales en Espagne, qui combattent le coup d'état militaire d'extrême droite. Après les Français, les Allemands sont les plus nombreux à rejoindre l'armée républicaine espagnole. Une autre forme de résistance au nazisme émane de la jeunesse allemande. Tout d'abord au sein des jeunesses communistes et social-démocrates, mais aussi à travers les Bunde, qui sont des espèces d'organisations de jeunesse propres aux pays germaniques, et qui sont plus ou moins comparables en France aux scouts et aux éclaireurs. Avant l'avènement du nazisme, ces organisations ont pour but de se soustraire à l'autorité des adultes pour s'auto-organiser sans parti, sans doctrine politique ni référence religieuse. Alors évidemment, ça ne plaît pas aux nazis, et dès juin 1933, les Bunde sont interdits. Les membres sont invités à rejoindre les jeunesses hitlériennes. Certains se regroupent en petits noyaux clandestins sous le nom de Schwarze Bund, les Bunde noirs en français, et décident de mener la lutte à leur niveau contre le régime. Le groupe le plus actif est le Schwarze Jungmannschaft, littéralement l'association noire des jeunes gens. Le groupe se consacre à de nombreuses activités clandestines et possède son propre matériel d'impression. Les membres sont munis de faux papiers, ils aident des personnes persécutées à se réfugier en France et aux Pays-Bas, et ils impriment et distribuent une masse impressionnante d'écrits anti-hitlériens, jusqu'à ce que la Gestapo réussisse à démanteler ce groupe en 1934. En 1936, le régime nazi décide de rendre obligatoire l'adhésion à la jeunesse hitlérienne à tous les anciens membres des Bunde. En conséquence, à partir de 1937, une nouvelle tendance à l'insubordination prend forme dans une partie de la jeunesse allemande. On les appelle les Edelweiss-Piraten, les pirates de l'Edelweiss, qui est une plante très rare qui pousse en forêt. Ces jeunes choisissent la résistance passive, ils portent souvent les cheveux longs et un foulard rouge autour du cou. Ils écoutent la BBC et répandent autour d'eux les infos recueillies. On les oblige à participer à l'entraînement militaire et à l'endoctrinement politique. Du coup, ces groupes informels s'appliquent à promouvoir l'indiscipline et la provocation. Ça leur arrive parfois d'être moins passifs et d'écrire des slogans hostiles au régime sur les murs, d'attaquer les jeunesses hitlériennes, d'arracher leurs affiches, voire même de dévaster leurs locaux. Le régime commence à prendre très au sérieux cette révolte latente d'une partie de la jeunesse, et fatalement, en 1937, tombent les premières condamnations. En 1942, les premiers jeunes gens sont internés dans des camps, et en 1944, les nazis font construire un camp de concentration réservé aux moins de 20 ans. À propos de la résistance des juifs allemands, alors avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a 500 000 juifs en Allemagne, dont les 4/5 sont allemands. Politiquement comme socialement, c'est pas du tout un bloc homogène. Il y a parmi eux des sionistes, dont le but est de créer à terme un État juif. Il y a beaucoup de travailleurs, souvent socialistes. Il y a des représentants de la bourgeoisie libérale et même des nationalistes de droite.
Chaque camp porte un jugement différent sur l'attitude à adopter face aux nazis. Dès 1933, un groupe sioniste propose de créer une milice armée d'autodéfense juive. Mais vu le rapport de force totalement défavorable, les militants juifs rejettent cette idée, la jugeant irréaliste. La plupart des socialistes juifs poursuivent leur combat anti-nazi dans des groupes mixtes de gauche, même si certains d'entre eux ont réussi à s'organiser politiquement entre personnes de confession juive. On peut citer le groupe Baum, d'obédience communiste. Il est créé en 1934 et se limite au départ à l'information politique. En 1941, il atteint jusqu'à une centaine de membres et il est repéré par la Gestapo. Pour échapper à la déportation, les membres du groupe entrent en clandestinité et passent à la vitesse supérieure. Ils produisent des tracts qui appellent au défaitisme dans l'armée, à la résistance passive, au sabotage et aux grèves dans les usines. En 1942, le groupe Baum est en manque d'argent, et du coup plusieurs de ces militants se font passer pour des agents de la Gestapo et récupèrent des biens confisqués à des personnes juives déportées dans des camps de concentration. Le groupe est remonté à bloc et il s'attaque à une exposition anti-soviétique à Berlin dont ils font brûler une partie du pavillon. Le but était de frapper l'opinion publique en espérant, eux aussi, une réaction de la population. Mais la population ne réagit pas et 4 jours plus tard, la Gestapo arrête les membres du groupe et suite au procès, 25 personnes sont condamnées à mort. On peut citer un autre acte de résistance qui a touché la communauté juive allemande, c'est ce qu'on appellera plus tard la Rosenstrasse Protest. En gros, jusqu'en 1943, un juif marié à une allemande peut échapper aux persécutions. Mais après la défaite de Stalingrad, le régime nazi panique et décide d'en finir avec tous les juifs sans exception. Contrairement à ce qu'il avait promis, le régime d'extrême droite rafle les derniers juifs qui n'avaient pas été déportés. Spontanément, de nombreuses femmes allemandes mariées aux personnes juives arrêtées, mais aussi de nombreux anonymes, se retrouvent dans la Rosenstrasse, la rue où étaient détenues les victimes des rafles. Pendant plus d'une semaine, des centaines de protestataires se retrouvent quotidiennement pour dénoncer cette mesure qu'ils considèrent comme dégueulasse et pour demander la libération des prisonniers. Malgré les coups de pression, les bombardements britanniques, les mitraillettes des SS, les tirs de sommation, les manifestantes tiennent bon. Pour rappel, on est en Allemagne nazie, en guerre, en train de perdre. On a du mal à s'imaginer le courage incroyable qu'ont ces femmes pour s'afficher comme ça publiquement. Et à force d'obstination, au bout de 8 jours, elles obtiennent la libération de l'ensemble des hommes prisonniers. En fait, dans ce contexte de démoralisation lié à la défaite de Stalingrad, le régime a pris peur que ce mouvement fasse tache d'huile ailleurs en Allemagne. Les nazis préfèrent donc calmer le jeu, libérer tout le monde et passer à autre chose. Un très beau film, Rosenstrasse de Margaret von Trotta, retrace l'histoire de ce mouvement. Il n'y a pas vraiment d'autres exemples du même genre, parce qu'il était très compliqué voire suicidaire de s'organiser en tant que collectif juif dans l'Allemagne nazie. Le pouvoir ne leur laisse aucun répit, aucune chance de s'organiser efficacement. Les juifs allemands se rendent à l'évidence, les nazis ne leur donnent que le choix de l'exil, ils n'ont aucune autre échappatoire. Il y a aussi des Allemands qui résistent dans d'autres pans de la société. Dans l'église catholique allemande, il y a de nombreuses et courageuses prises de position contre le nazisme. Dans l'armée, il y a également des résistances. Le fait d'armes le plus connu est le complot du 20 juillet 1944, qui échoue de très peu à assassiner Hitler pour faire tomber le régime. Pendant la guerre, plus de 10 000 Allemands rejoignent les rangs des armées alliées pour combattre l'Allemagne nazie. On peut aussi citer le groupe La Rose Blanche, qui est composé d'étudiants et d'universitaires issus de milieux bourgeois, chrétiens et conservateurs. Ils font surtout de la diffusion de tracts anti-nazis, et en février 1943, 16 d'entre eux sont arrêtés et exécutés. Par ailleurs, on dénombre 42 tentatives d'assassinat d'Hitler. On peut aussi observer différentes manifestations de l'opposition via les attitudes de refus passif. Ça peut se traduire par la transmission orale de blagues sur les nazis, par le refus du salut hitlérien, par les réunions entre amis dans les arrière-salles des bars de quartier, etc., etc. Et quantitativement, ces personnes ayant plus ou moins résisté ont une réelle importance. Selon la chercheuse Barbara Cohen, le nombre d'Allemands incarcérés pour leurs idées politiques sous le régime nazi varie entre 750 000 et 3 millions, et c'est un chiffre considérable. Alors ça veut pas dire qu'il y a eu autant de résistants, mais ça prouve au moins que de nombreux Allemands étaient réfractaires au Troisième Reich. Pour conclure, on ne peut qu'observer l'échec de la résistance allemande. Sa portée est surtout d'ordre symbolique et moral. Après, avec le rouleau compresseur politique, propagandiste et répressif que le régime nazi met en place, c'était dur qu'il en soit autrement. Et s'il n'y a pas de grand mouvement de résistance à proprement parler, il y a des individus et parfois des groupes qui résistent à Hitler. Depuis les non-nazis passifs jusqu'aux résistants actifs, il existe en Allemagne un large front d'opposants, mais qui a un champ d'action très réduit, avec très peu de prise sur la population. En fait, les nazis réussissent à faire croire à l'opinion publique allemande qu'être contre le Troisième Reich, c'est être contre le peuple allemand. Et la conséquence, c'est que les gens qui s'opposent au nazisme ne trouvent pas d'écho dans la population. Une fois passées les vagues de révolte qui suivent l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les opposants au Reich n'ont plus d'enracinement populaire.
Et c'est ça la victoire des nazis en Allemagne, c'est d'avoir réussi à garder l'opinion publique, à garder la majorité de la population de leur côté. C'est finalement cet isolement de la résistance anti-nazie au sein du peuple allemand qui explique son échec. Et quelque part ça rend d'autant plus héroïque et courageux ces anti-nazis allemands, parce qu'au risque de passer pour traîtres à la patrie, au risque de leur vie et malgré leur isolement, ces femmes et ces hommes ont su se mobiliser pour dire non à la dictature. Voilà, la vidéo s'arrête ici, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je mets plusieurs liens de vidéos intéressantes et une bibliographie dans la description. Je vous conseille surtout le livre La résistance allemande contre Hitler 1933-1945 de la chercheuse Barbara Cohen. Si vous avez d'autres conseils lecture, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous trouvez des erreurs ou des approximations dans ce que j'ai pu dire, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Pour être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Et j'ai pas de source de financement, mais pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire. Voilà, merci, ça fait toujours plaisir. Allez, on se dit à bientôt, bisous!